la région Tampere, ça s'appelle. Donc on survole cette région et on a les nuages, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. La pluie tombée à la surface de Mars. Pareil phénomène n'avait jamais été observé auparavant sur une autre planète que sur Terre. On peut parler de pluie, de glace, voire de neige. Donc on a Mars à gauche et les lacs de Floride à droite. Ah ben oui, on peut dire que oui, quelques analogies. Alors que... Bonjour André, bonjour les auditeurs. Nous sommes sur la chaîne André AS, 21 janvier 2026. Bonjour André, comment vas-tu? Bonjour Jean, ça va? Soleil de Marseille, impeccable. Ouais, tu sais que moi, de mon côté, je reviens des Antilles anglophones et effectivement. Alors, nous avons fait cette première capsule, effectivement, le 14 janvier dernier avec Ahmed El Haïdi, notre ami, associé, et toi. Et moi, j'étais effectivement d'un côté tropical. Donc, première capsule le 14 janvier. Aujourd'hui, deuxième capsule donc, sur la climatologie martienne. C'est bien cela, André? Oui, c'est ça, c'est-à-dire on va plutôt parler du cycle hydrologique. Puisque, voilà, c'est la suite logique, de toute façon, hydrologique, c'est logique. Oui, effectivement. Voilà, donc la première capsule climatologie martienne. Donc, merci pour ton travail de recherche scientifique et de vulgarisation pour le grand public, pour communiquer quelques notions scientifiques générales sur Mars et corriger, si possible, quelques erreurs ou quelques contre-vérités qui ont été diffusé depuis quelques dizaines d'années, et donc essayer d'y voir plus clair dans ce qu'est véritablement ce que sont les conditions climatiques, physiques sur Mars, conformément, entre autres, aux dernières recherches et découvertes scientifiques, hein, puisque tes exposés sur ta chaîne se basent principalement entre autres sur des articles publics sur différents sites. Donc, tout ça Alors, est bien référencé. justement, là, je voulais bien dire aussi, qu'on soit bien clair, hein, moi, je ne produis pas les données originales, d'accord? Je rapporte, voilà, on résume, hein, on commente des travaux scientifiques publiés qui sont accessibles à tous, d'accord? Voilà. Voilà, ça c'était une précision. Voilà, merci André, très important effectivement. Et on remarque que les articles que tu évoques sont sourcés, tu donnes le lien, tu donnes la date de publication quand c'est possible. Donc tout ça est une information publique sur laquelle tout le monde peut méditer et mettre son avis, mais voilà, ce n'est pas le discours privé de Andrea S. Pas du tout. C'est un commentaire, ce sont des commentaires sur, les recherches en cours par les principales agences. Donc, un petit rappel sur la capsule 01. Tu nous as parlé donc 14 janvier 2026, donc concernant la climatologie martienne, première capsule. Alors, les champs magnétiques, les taux d'oxygène à la surface de Mars, la pression atmosphérique. La gravité n'a pas été abordée dans cette première capsule. Tu rappelais donc, selon des études récentes, les instruments de mesure de la NASA, les autres agences européennes et autres agences dans le monde ont identifié des champs magnétiques locaux très élevés par rapport aux mesures antérieures sur le champ magnétique global sur Mars, qui pendant des décennies a été considéré comme un champ magnétique très faible. Nous renvoyons les auditeurs à cette première capsule, exposé précis, sur ces champs magnétiques locaux, qui sont souvent de grandes étendues, et qui laissent présumer un champ magnétique global beaucoup plus élevé qu'on nous l'a dit.
tout cela appuyé par des publications scientifiques largement accessibles à tout public. Alors, tu as abordé la question des températures sur Mars. Alors, beaucoup de lieux communs, hein, qu'on a entendus depuis des dizaines d'années sur une température très très basse, moins 60 degrés Celsius, moins 80 degrés Celsius, même sur Mars. Alors, on sait qu'il y a des températures très froides sur Mars, mais ce n'est pas exactement la règle générale sur la planète Mars, qui a une grande variété physique, géographique, climatique, on peut dire. Et donc tout cela doit être étudié précisément, hein. Tu rappelles qu'on a mesuré, je crois que c'est la sonde Opportunity Perseverance qui a mesuré les températures jusqu'à plus de 25 à 30 degrés Celsius. À 35 degrés même. 35 Oui. degrés. Voilà. À Plus 35 degrés Celsius à l'ombre sur Mars. Donc ça donne quand même une idée de l'écart entre l'idée générale, comme quoi il fait moins 60 degrés sur Mars, et des réalités locales précises à tel moment, dans telle circonstance. Température effectivement tropicale, hein, si on peut dire, ou estivale en tout cas. Donc beaucoup de choses à étudier. Merci encore pour tout ce travail. Alors la question de température renvoie à la géographie physique martienne. On trouve des dépressions très profondes, Valle Marinaris dans la zone équatoriale, une zone de dépression qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres, plonge jusqu'à plusieurs milliers de mètres du sommet à la base. La température augmente en profondeur, de même qu'à l'intérieur des grands cratères qui aussi s'enfoncent quelquefois sur plusieurs milliers de mètres. Tu nous as parlé des taux d'oxygène à la surface, pression atmosphérique, des environnements spécifiques sur Mars, il faut connaître pour comprendre effectivement ces écarts et ces réalités spécifiques, entre autres sur l'oxygène. Une réalité multiforme avec laquelle tu nous familiarises dans ces exposés. Énormément de thèmes, de morphologie géographique à explorer pour comprendre tout cela. Ce n'était qu'une première approche destinée à offrir des repères généraux au public. Merci encore et souhaitons que ces vidéos soient largement partagées. Donc, aujourd'hui, pour tous ces aspects, hein, on invite le public à nouveau à liker, évidemment, à partager le lien, la chaîne et à visionner la première capsule pour ceux qui n'ont pas encore fait. Donc aujourd'hui, thème central très important pour tout ce qui concerne la vie sur Mars, la question de la vie sur Mars. 21 janvier, le cycle de l'eau, cycle hydrologique sur Mars, un thème passionnant qui sera riche en surprises, très certainement pour les auditeurs. Alors, nous t'écoutons, André. As-tu prévu plusieurs sections pour cette deuxième capsule? On va d'abord aborder les nuages, hein, puisque forcément, un cycle hydrologique, donc ça implique les nuages, formation de nuages, de la neige, de la pluie et des étendues d'eau. Et voilà, tout ça, toujours pareil, sur des articles officiels et sourcés. On a découvert des nuages sur ce mont qui est immense, puisqu'il fait 21 000 mètres, 3 fois plus haut que l'Himalaya. Voilà, alors là, on est sur Ouest France, magazine Ouest France, voilà, qui a été du 13 août 2020. Et c'est Joséphine Monnier qui a fait l'article. Et donc, voici déjà un petit aperçu de ce que ça donne l'Olympus Mons, déjà, avant d'aborder les nuages. Et donc, on voit bien que c'est immense, hein, puisque l'île d'Hawaï, l'Everest sont des nains à côté, hein, sont vraiment petits. Je me suis amusé aussi, j'ai trouvé aussi une comparaison intéressante avec la France. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne avec la France, l'Olympus Mons. Voilà. OK. Donc, c'est vraiment gigantesque. Ici, on trouve de la vapeur d'eau. Puis, il s'agit en réalité de nuages, vous voyez bien, des nuages, cirrus blancs, constitués de vapeur d'eau et de glace qui se forment à haute altitude au-dessus du volcan. Donc là, c'est un géologue, Charles Frankel, planétologue et auteur scientifique, qui rapporte l'information. Donc on a déjà des nuages à haute altitude de vapeur d'eau. Nous avons les nuages de Hubble,
qui ont été pris par le télescope spatial Hubble. L'article, le voilà, donc, et c'est donc la date, elle est, nous sommes sur ciel et espace, donc c'était le 12 mai 2016, et ça a été pris par le télescope spatial Hubble, d'accord. Et donc, ce qu'on voit, ce qu'on Hubble a, on va dire, confirmé, les prises de vue de Mariner 9, eh bien, le voilà en grand écran. On voit bien la planète qui n'est pas une planète plutôt rouge et sèche, mais avec un ciel nuageux. Voilà, des endroits bien couverts de nuages par endroits d'ailleurs, hein, des endroits où il y a de l'éclaircie. Enfin, une météo, quoi, sur Mars. Et là, effectivement, ça va rejoindre. Alors, on a un cliché un peu plus près de cette scène, et là, on voit clairement les nuages. Alors, ça se trouve sur la région Tamptera, ça s'appelle. Donc, on survole cette région et on a les nuages, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. D'accord. Magnifique, magnifique, puissante image. Des nuages sur Mars, donc ça se laisse supposer, si c'est des nuages, si c'est confirmé que c'est des nuages d'eau, ça se laisse supposer des précipitations. Exactement. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on en est au nuage et effectivement, ça rentre déjà dans un cycle d'eau, ça. Hein, et, parce qu'il faut une évaporation pour qu'il y ait des nuages. Et donc, ça correspond avec les températures, etc. Encore une fois, les pressions pour pouvoir avoir des nuages. L'image a été prise à 80 millions de kilomètres par Hubble. C'est non loin du robot Opportunity, d'ailleurs. Le robot Opportunity, là où il avait relevé les 35 degrés. Hein. J'ai récupéré quand même un cliché de Curiosity vu du sol, au moins un, pour qu'on puisse voir que les nuages, on les voit aussi du sol. Donc, on a ce cliché-là. Il y aura les liens, hein, toujours, hein, pour ceux qui veulent. C'est un sol 3048. Et là, on voit bien que Curiosity était sous les nuages, quoi. Alors, André, est-ce que tu peux très brièvement aborder, ce n'est pas le thème central, bien sûr, de cet exposé, mais quand même, directement et indirectement, ça y renvoie. Donc, le ciel martien qui a toujours été peint comme rosé, orangé, alors, des couleurs, un ciel bleu finalement, nuage blanc, très, très semblable au ciel terrestre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que oui, bleu parce que forcément que l'atmosphère, s'il y a un peu plus d'oxygène que ce qu'on nous dit, c'est un peu logique qu'il y ait un ciel bleu. Donc le ciel est bleu et puis on peut le retrouver sur des clichés anciens, alors là, Opportunity, Spirit surtout, où dès le départ, on voyait vraiment des couleurs, et d'ailleurs des clichés qui ont été remis pris par le JPL et remis à des services de la NASA, où ils ne comprenaient pas que les couleurs du ciel avaient tout changé, quoi. Le ciel bleu disparaissait et tout devenait orange, les teintes des cailloux. Donc il y a eu... moi j'avais fait une vidéo un peu là-dessus, mais c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir peut-être à un moment donné. Et après, effectivement, lorsqu'il y a une tempête de sable, eh ben oui, c'est comme sur Terre, s'il y a une tempête de sable, on ne voit plus le ciel bleu. Hein. Donc les nuages d'eau. Alors, dans cette première partie, tu vas nous parler de la sonde, non pas la sonde, mais le satellite Mariner qui a été lancé le 30 mai 71 en orbite autour de la planète le 14 novembre 1971. Auparavant, on avait eu Mariner 6, Mariner 7 en août et juillet 69, 2 ans auparavant, qui avait survolé la planète, cartographié 10% de la surface. Avec Mariner 8 et 9, les scientifiques espéraient cartographier 70% de la surface, à partir du moment où la sonde se mettrait en orbite. C'est ce qui a été fait donc à partir de novembre, 14 novembre 1971. La tempête passée, voilà, Mariner révèle alors des détails surprenants de Mars, comme la présence de volcans gigantesques. C'est là où ils ont vu le Olympus Mons, les volcans du dôme de Tarsis, etc. Les instruments de Mariner 9 permettent également d'en savoir plus sur l'atmosphère de la planète, voilà, composition, densité, pression, d'observer les formations nuageuses, donc on parlait déjà de nuages, effectivement, de suivre des nappes de brouillard, donc du brouillard, en général, c'est de l'humidité, mais bon, apparaissant dans certaines vallées, etc. La détection de la présence de vapeur d'eau, en faible quantité certes, mais bien présente, suscite là aussi un vif intérêt
voilà, que la presse témoigne, comme le monde, c'est ce qu'on disait, en 14 novembre 1972, l'engin américain Mariner 9 a révélé la présence de vapeur d'eau sur Mars. D'accord. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau. Et là, alors oui, là où c'est intéressant, c'est qu'on a Glenn Steckling, qui a écrit La réalité sur les ovnis, hein, le titre La vérité peut-elle s'imposer, voilà, de décembre 2025, aux éditions Flying Disc France. J'ai entendu parler, oui, j'ai entendu parler Flying Disc France. Ça a mis quelque chose. Oui. Ah, oui. Et bon, il est disponible sur Amazon. Hein. Bon, c'est une plaisanterie de André. Hein. C'est moi qui ai publié ce livre, bien évidemment, puisque je suis le responsable de Flying Disc France. Le livre de Steckling n'est pas consacré spécialement à Mars. Hein. C'est pas mal de réflexions autour d'Adamski, autour du travail de son père, qui est Fred Steckling, le fondateur de la fondation Adamski, avec l'autorisation, à la demande de Georges Adamski lui-même. Mais effectivement, il y a pas mal, il y a un ou deux longs chapitres consacrés à Mars, également à la Lune. Et Glenn Steckling, de même que son père, est un scientifique. Hein, n'oublions pas, il était pilote de ligne pendant toute sa carrière. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien les éléments physiques. Et comme tu le rappelles, oui. Il reprend les données, hein, compris le volcan Olympus Mons. Et il conclut cette déclaration devrait suffire à remettre en question le manque de densité de l'atmosphère martienne. Donc, voilà, il rejoint bien tout ce qu'on est en train de mettre en avant. Donc là, effectivement, tu nous rappelles qu'avec la contribution de Glenn Steckling, qui est un scientifique bien formé, bien informé, et qui nous rappelle que s'il y a une tempête importante sur Mars, eh bien, ça suppose que la densité de l'atmosphère est beaucoup plus importante que ce qu'on a bien voulu nous dire pendant des décennies. Les nuages martiens, d'accord, merci, très bien, très premier point. La deuxième partie, c'est la neige et la pluie. Et voilà un article de National Geographic du 9 novembre 2007 de Nadia Drake. Et donc, le titre déjà, l'été, il neige sur Mars. Voilà ce que dit l'article. Voilà. Des tempêtes de glace sèche. Il est question de chute de neige sur Mars depuis un certain temps. Voilà, dit avant toute chose, nous savons que la planète abrite des nuages et de la glace hydrique souterraine. La glace sèche, d'après ce que j'ai compris, je crois savoir, parce que tu sais, j'ai traduit beaucoup de documents, la glace sèche, je pense que c'est la glace carbonique. Hein. Le module atterrisseur Phoenix de la NASA a déposé à proximité du pôle nord martien en 2008, a observé des structures fines très hautes au-dessus du sol, semblables aux virgas que l'on voit sur la Terre. Donc, ce sont des traînées célestes se forment lorsque les précipitations n'atteignent pas complètement le sol. Les scientifiques en sont donc arrivés à la conclusion que Phoenix avait assisté à une tempête de glace hydrique à haute altitude. Alors, André, j'ai lu l'article que tu m'as envoyé donc il y a quelques jours. Je n'ai pas eu le temps d'en parler avec toi à nouveau avant cet enregistrement d'aujourd'hui. Mais concrètement, pour aider le public à déchiffrer quand même des contenus d'articles scientifiques, même si c'est quand même de vulgarisation, mais concrètement, là, on est quand même... le module Phoenix a atterri sur le pôle Nord, près du pôle Nord, et donc aurait observé des formations nuageuses en altitude. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ? Oui, tout à fait. Mais et en fait, c'est comme s'il pleuvait de la glace, mais qu'elle fondait avant d'arriver au sol. Donc, il conclut, Phoenix a assisté à une tempête de glace hydrique, donc de glace d'eau en haute altitude. Voilà. Il y a une évaporation, il y a une pluie. Alors, le site de l'ESA, l'agence européenne, donc ça date du 8 juillet 2009. Un Belge constate des chutes de neige sur Mars. D'accord ? Voilà, donc c'est le docteur Frank Dardenne, chercheur à l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique. Et donc, ils te disent que le nuage de glace, donc le LIDAR, donc c'est le radar, qui faisait partie de l'ensemble météo canadien de la sonde de Phoenix, a permis de découvrir que pendant l'été et l'automne martienne,
une couche de nuages nocturnes se formait à une altitude de 4 km. Ces nuages semblent être constitués de neige fondante. Voilà, ce nouveau type de nuage découvert sur Mars est très comparable aux nuages cirrus que l'on connaît sur Terre. Donc là, on a quand même des nuages similaires à ce qui se passe sur Terre. J'ai entouré des parties intéressantes, puisqu'à un moment donné, on nous dit bien que dans de nombreux cas, cette pluie tombait à la surface de Mars. Donc là on ne parle plus que ça s'est évaporé avant. La pluie tombait à la surface de Mars. Pareil phénomène n'avait jamais été observé auparavant sur une autre planète que sur Terre. On peut parler de pluie, de glace, voire de neige. Donc en 2009, en août 2009, on a eu quand même la confirmation de ce que la pluie tombe sur Mars. C'est ça qu'il faut comprendre, André. Et oui, disons que ces informations-là ont suffi pour moi là, à faire la deuxième partie. La troisième partie, c'est les étendues d'eau maintenant, parce que si ça tombe, ben, ça va bien quelque part. Et si ça va quelque part, ben, ça va quelque part dans le sol. Hein. D'accord? Donc là, vous avez posé beaucoup de questions. Et oui. Beaucoup de questions implicites ou explicites. C'est ça. Mais alors les étendues d'eau, là, c'est pareil. On va partir dans un autre article. On continue nos articles. Donc là, nous sommes avec Radio France, publié le 26 juillet 2018 par Léa Guedj. Là, ce qu'on nous dit, c'est que de l'eau liquide sur Mars, cette fois, c'est sûr. Et donc, une équipe internationale astronome annonce avoir découvert une étendue d'eau liquide sur la planète rouge, de quoi susciter enthousiasme scientifique qui cherchent des traces d'eau depuis 40 ans. Voilà, mais tout ne s'accorde pas sur la probabilité que cette eau renferme des formes de vie. Bon, on n'en est pas encore là, mais déjà, ils en parlaient. C'est intéressant qu'ils parlent de la largeur de 20 km d'un lac souterrain. D'accord? Donc là, il se cacherait voilà, sous à peu près 1,5 km d'épaisseur. 1500 mètres d'épaisseur sur 20 km. Voilà. Donc il s'agirait bien d'eau liquide. Hein, c'est bien marqué là. Il s'agirait bien d'eau liquide qui n'a pas échappé au radar Mars 6 qui tourne depuis 2003. Oui. L'article est de 2018. Donc je pense que le lac, ils l'ont déjà trouvé, ça fait un petit moment. Donc, il a dû être étudié, peut-être même cartographié. Oui. Donc voilà, donc quand même 20 km de large, quoi. 1,5 km de profondeur sur de l'eau liquide. On parle bien d'eau liquide. Je ne sais pas. Donc, voilà. Je t'interromps une minute. On n'en a pas parlé ensemble parce qu'on a un peu préparé cette capsule, mais pas tous les éléments. Mais enfin, je n'avais pas pensé en parler quand tu m'avais envoyé ces articles, mais là, franchement, il y a un parallèle qu'on peut faire qui est très intéressant, très important, André. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ce que je vais mentionner ou pas. Peut-être que des auditeurs actuels ou futurs en ont entendu parler, mais à un moment donné, c'est quelque chose qui a été beaucoup commenté dans la communauté scientifique déjà, et également dans l'ufologie. On a parlé pour différentes raisons, mais bon. C'est le lac Vostok. Alors je vais te dire, c'est très très simple, tu vas voir le parallèle tout de suite, et les auditeurs vont comprendre effectivement tout de suite. Donc c'est une mission scientifique des Russes dans l'Antarctique. Tu sais que les glaces de l'Antarctique, quelquefois, ont une épaisseur effectivement de 1 km, 2 km, enfin c'est énorme, hein, la couche de glace de l'Antarctique. Et ils avaient identifié, avec certainement des mêmes dispositifs lidar, hein, des sonars et radars adaptés à l'identification des écarts de densité, donc des masses d'eau, un lac très très volumineux, hein, qui mesure je crois que ça mesure une dizaine de kilomètres de long sur 4 ou 5 kilomètres de large, mais en profondeur, il va très profond ce lac. Il va jusqu'à peut-être 2-3 000 mètres de profondeur. Tout. Ah oui. Et c'est de l'eau. Voilà, c'est un lac. Voilà. Et donc, ils ont percé la glace pour accéder à ce lac. Ensuite, il y a eu des avis contradictoires sur ce qui a été découvert. Donc, je n'entrerai pas dans ce détail qui est très
polémique, mais en tout cas, le lac à Vostok a été identifié. Hein. D'accord, oui, oui. Donc on peut faire un parallèle. Ah oui, Je- oui, c'est très, très intéressant comme comparaison avec. Voilà, on me voit mieux, je crois. Hein, parce que Oui. la nuit est tombée et je ne me suis pas aperçu. Et voilà, donc désolé si j'étais dans le noir. Je te laisse la primeur cette fois. Alors, je vais le lire, je vais le lire. Pour les non-voyants, l'eau sur Mars, rien de nouveau sous le Soleil. Ben oui, Mars est sous le Soleil, n'oublions pas, comme la Terre. Depuis une quarantaine d'années, les missions d'exploration pour trouver de l'eau sur Mars se sont succédées. Depuis une quarantaine d'années, effectivement. Hein. On parlait bien de Mariner en 1971. Ce n'est pas la première fois qu'on sait qu'il y a de l'eau à la surface de Mars, rappelle Jean-Pierre Bibring, professeur de physique, Université Paris-Sud. Hein. C'est tout près de chez moi. Hein. Paris-Sud, c'est Saclay, c'est pas loin de là où je suis, banlieue sud, André. Astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale. Malgré la température très basse, l'eau peut être liquide sous les 2 calottes polaires martiennes grâce à la présence des saumures, des sels de perchlorate de magnésium qui permettent d'abaisser le point de fusion, passage à l'état liquide de la glace. Analyse Jean-Louis Berthaud, directeur de recherche au service aéronomie du CNRS. Des Ouais, saumures. Donc ce sont des sels qui sont dans l'eau, qui font ouais. donc des eaux salées qu'on appelle des saumures. Et donc ce qui suppose que, ce que le scientifique nous fait comprendre, c'est que si la température serait à moins 30 degrés Celsius, ou moins 40 degrés Celsius par exemple, Ouais, ça reste dans équilibré. l'eau à cette profondeur, elle restera liquide, ce qui n'est pas le cas pour Oui, une eau douce. ben, de toute façon, oui. Puis on le voit sur Terre avec la mer, etc. La mer ne gêne Oui, pas. Hein, oui, donc, bien sûr, alors que les températures sont très basses. Ouais. on peut Très bel peut-être article. Hein. apporter. Sur Radio Ah, France, souvent, ah oui. radio publique, grand public, mais on a des informations très précises hein, et très. Mais en fait, il faut aller les chercher, quoi. C'est un gros travail parce que on a beaucoup d'articles, énormément d'articles sur le fait qu'il n'y ait pas grand-chose. Bon, toujours pareil, les mêmes, mais très peu d'articles ciblés comme ça, avec des données très précises et développées. Parce qu'en général, quand on dit qu'il n'y a pas grand-chose, c'est pas très développé. Mais là, c'est très développé, quand même pour nous en tout cas, hein, on n'est pas non plus des scientifiques ni des spécialistes. Hein. Donc voilà. Et alors, à partir de là, ce que je propose maintenant, c'est de montrer quelques clichés. Ça reste à l'interprétation, attention, mais ça ressemble beaucoup à des lacs. D'accord? Donc, cette dernière partie va se terminer avec les clichés. Et on peut commenter dessus, évidemment. Toujours pareil, il y a les liens, il y aura les liens, n'importe qui pourra aller les voir, les télécharger, les regarder. Donc, on repart avec notre sonde martienne. Et donc là, voilà, on a donc ce premier cliché. Bon, j'en ai pris que quelques-uns, hein, on ne va pas non plus. Et puis ensuite, je me suis amusé aussi à les colorer pour imaginer ce que ça peut être. Hein. Donc là, on a des données. On a donc ce cliché, on voit bien, c'est l'orbiteur martien, c'est bien marqué. Le numéro du cliché est indiqué. Le lien qui sera encore une fois remis en description, là, il apparaît là. Voilà, on a les longitudes et tout ça, mais bon, ce n'est pas vraiment ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est ce qu'on voit là. Hein. Donc, ce qu'on voit là, ça fait penser quand même à une étendue d'eau. Donc, je l'ai agrandi. Là, voilà. Et là, c'est quand même assez frappant. Attention, hein, on ne dit pas que c'est, moi je ne dis pas que c'est de l'eau, je dis que ça ressemble à de l'eau. Ok. Voilà, ça ressemble beaucoup à de l'eau. Et donc, je me suis amusé à le colorer et à le mettre en exergue avec ce qu'on a sur Terre. D'accord? Pour faire une comparaison. Donc, si on compare, voilà ce que ça donnerait. Alors là, on a un cliché qui est de la région du désert, en bas du désert du Mojave, au Nevada, qui est en bas, pris par Google Earth. Et en haut, notre cliché qui a été juste un petit peu coloré pour qu'on voie un petit peu ce que ça donnerait, quoi. Voilà. Donc, je reviens sur le cliché d'origine ici. Dis-moi, pourquoi la photo est-elle en noir et blanc, André? Je ne sais pas, les clichés sont en noir et blanc. Hein. C'est comme ça. C'est ce qui nous met en ligne. Ça fait poser des questions quand même. Oui, parce qu'on a des clichés qui peuvent avoir une couleur, une très bonne couleur, et des clichés qui sont noir et blanc. Et puis bon, après, on verra sur des clichés du terrain, même sur les rovers,
de certains clichés qui sont en HD, où on voit très bien, et puis d'autres qui sont complètement, vraiment, ça se demande pourquoi ils les mettent, quoi, parce que ils sont inexploitables. Voilà. Donc là, je vais passer sur un deuxième lieu qui ressemble encore une fois à avoir plusieurs lacs. Donc, toujours pareil, hein, la sonde, le numéro de cliché. Donc là, on l'a à distance. Et quel est le site, André? Quel est le site? C'est les sites de la NASA. Hein. Oui, 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 oui. Voilà. Et là, pareil, alors là, je n'ai pas fait la comparaison avec celui-là, avec la Terre, mais je me suis amusé à faire une comparaison en le colorant. Hein. Donc, ce que ça pourrait donner si on avait la photo peut-être en couleur. Bon, j'ai exagéré les couleurs, mais voilà, ça fait penser quand même, encore une fois, à des lacs. Je sais pas. Ouais, c'est incroyable qu'on nous donne des photos noir et blanc. Mais qu'est-ce qui se passe à la NASA? Ils font des économies. C'est l'administration Trump qui fait des économies. Ah, mais ça fait longtemps, parce que si on revient sur les clichés, ça serait juillet 07 2003. Donc, même si c'est en anglais, il n'y a pas le jour, je crois pas. Il y a l'heure, par contre. Bon, voilà. Donc, on retrouve donc ce genre de clichés. Voilà, donc on continue. Hein. Et est-ce que tu sais où ça se situe, par exemple, zone équatoriale? Est-ce que tu as vérifié? Tu n'as pas eu le temps? Non, non, parce que tout est indiqué. Et ce sont en fait, ce qui donnent, ce sont des coordonnées, en fait. Non, mais on a des indications. Par exemple, sur celui-là, on a une description, on a le cratère, par exemple, les dunes du fond du cratère Kessler. D'accord? C'est marqué en dessous du lien, là. Celui-là, on a le cratère Kessler. Donc, si on cherche, même sur Internet, le cratère Kessler sur Mars, on va le trouver. De toute façon. Donc, on a quand même des lieux. Hein. Alors, celui-là, il était intéressant aussi parce qu'il y a des coulures. Alors, il a été voilà, capturé et agrandi. Et ce qu'on voit, encore une fois, ce qu'on a l'impression, ce sont des étendues d'eau qui se déversent sur les bords du cratère. D'accord? Bon, je reviens sur l'image précédente. Hein. Regardez, le voilà. Donc, c'est ce qu'on a. Et lorsqu'on agrandit, là, c'est la partie supérieure. La partie supérieure. Voilà, la partie supérieure. Zone sombre, très sombre, ressemble à des lacs. Et puis, au niveau du cratère, les coulures. Alors, les coulures, ils en ont déjà parlé. Hein, oui. Voilà. Oui. Et donc, on voit bien que ces coulures sont reliées quand même, quelque part, à ces zones sombres. Donc, de toute façon, André, même si on ne voit pas la connexion en surface, on peut très bien comprendre que les connexions, donc ces écoulements de ces cours d'eau, quelle que soit leur dimension, sont souterrains. Hein. Et ce qu'il y a d'intéressant, justement, si on a des lacs qui font 20, 30, 40 km de diamètre, parce qu'on a sûrement trouvé d'autres, mais déjà avec ceux qu'on a trouvés, 20 km. Mais sur 20 km, on a des cratères sur Mars. On a des cratères qui font des fois 3000 mètres de profondeur, quoi. Donc, si on a des cratères comme ça qui sont profonds et qu'on a des lacs qui font 1500 mètres, qui sont souterrains, automatiquement, c'est là qu'à des endroits, on va les voir. S'il y a des cratères, il y a des trous, donc l'eau, on la voit aussi à ce moment-là. Donc, on ne voit que la partie visible de l'iceberg pour l'instant. C'est exactement ça. Encore une région. C'est une image, hein, parce que l'iceberg, c'est aussi de l'eau, c'est de la glace d'eau, et en l'occurrence, il y a certainement beaucoup plus de glace et d'eau liquide que ce qu'on a découvert jusqu'à présent. Alors là, on est sur un terrain polaire austral, et ça date de 2001, hein, ce cliché. Donc là, quand on agrandit et qu'on joue un peu sur le contraste, parce qu'ils sont très clairs, c'est ce que j'ai fait, voilà ce que ça donne. Ça donne, encore une fois, ce qui ressemble à des étendues d'eau. On peut en prendre d'autres, hein, c'est juste que j'ai pris un au hasard. Et donc, voilà. Mais alors, les photos sont noir et blanc, ils ne veulent pas nous les mettre. Hein. Oui, tout à fait, toujours en noir et blanc. Aussi, ils ne veulent pas qu'on ait envie de plonger ou faire du catamaran sur ce beau lac. Donc, si on voit ce sort de lac, là, encore une fois, bon, là, je viens sur un autre qui est du prix du même cliché à un autre endroit. Et j'ai fait une comparaison avec un lac de Floride que j'ai mis en noir et blanc aussi, exprès. Donc, on a Mars à gauche et les lacs de Floride à droite. Ah ben oui, on peut dire que oui, quelques analogies. Donc c'est vraiment une grosse question. Hein. La NASA possède des clichés originels qui sont bien sûr en couleur, et ce qui est en accès libre, ce sont des photos en noir et blanc qui donnent des informations, mais qui ne permettent pas quand même une perception directe
Non, du non, site. tout à fait. Ça reste à l'interprétation, voilà, comme ça. Voilà. Et en fait, voilà. Et là, j'ai retravaillé un des clichés, c'est-à-dire je l'ai beaucoup agrandi. Je lui ai donné beaucoup de pixels parce que c'est toujours le problème de ces clichés. Donc, il va sortir pas noir et blanc, mais en vérité, il est en noir et blanc. Mais c'est pour faire ressortir que ce lac, il peut être, je reste toujours prudent, il peut être surplombé de nuages. Et je vais montrer pourquoi. Donc, le voilà. Mhm. Donc, on est toujours au même endroit. Donc, le voilà. Là, on a le lac et ce qu'on a dessus semble être des nuages. Pourquoi? Parce que ici, j'ai mis une flèche pour montrer l'ombre. Nous avons D'accord. de l'ombre dessous. Mhm. Et donc, s'il y a une ombre, c'est que c'est surélevé. Euh, donc, c'est au-dessus. Donc, si c'est au-dessus, ça semble être des nuages qui sont au-dessus du lac. En tout cas, oui, si c'est un lac, enfin, si c'est une étendue d'eau, on ne peut que conclure que ce qui se trouve au-dessus, ben, c'est pas une montagne, ce relief, eh ben, c'est probablement, des nuages, effectivement, des vapeurs qui sont au-dessus du lac. Et oui, parce que ça, on voit bien que ce n'est pas du tout la même texture, ni ça a la même composition que ce qu'il y a Et autour. puis l'ombre, comme tu dis et comme tu Et évoques. puis, cet article-là, où on a encore Science Vie, il est du 13 août 2024, et c'est ça, et c'est Fabrice Auclair. Cet article, pourquoi je l'ai pris? Parce que, quand même, c'est assez énorme ce qu'ils disent, c'est que l'eau sur Mars pourrait remplir l'océan sur Terre. L'eau souterraine serait suffisante pour remplir notre océan sur une profondeur comprise entre 1 et 2 km. Si ces interprétations sont correctes, les ingrédients nécessaires à la vie telle que nous la connaissons pourraient également exister sous la surface martienne. Et ça pourra faire l'introduction à une prochaine capsule. Bon, ben écoute, très bien, très merci pour ce bel exposé, pour ton gros travail, hein. Je pense que les spectateurs, André, comprendront, hein, très vite, hein, ce que c'est qu'explorer Futura Science, Science et Vie, explorer Google, des liens dans des liens, etc., synthétiser, reconstituer, réorganiser de manière thématique. Écoute, André, comme je t'avais dit, je voulais faire un, un petit rappel à la fin de cet exposé pour annoncer éventuellement bon, d'autres capsules, mais tu te souviens ce que je t'ai dit sur le fait que la recherche de l'eau sur Mars n'est pas le seul type de recherche de ce type pratiquée par les scientifiques de la NASA, de l'Agence spatiale européenne ou des agences, que l'agence chinoise, tu sais, est très active, hein, également, les agences russes, etc. Il y a une agence indienne de l'Inde. Mais je te rappelais que depuis des années, donc, la NASA, l'Agence spatiale européenne, étudie la probabilité de trouver de l'eau et implicitement et indirectement ou très directement de la vie microbienne ou plus avancée sur différents corps célestes, hein, dans le système solaire. Alors, les plus connus, effectivement, ce sont les satellites de Jupiter, les principaux satellites de Jupiter les plus connus, donc Europa et Ganymède. Pour ce qui est de Io est une planète avec du magma, donc il y a une activité magmatique importante sur Io, il y a des cratères très très actifs, hein. Même si la planète est petite, les émissions de lave sont plus importantes que ce qu'a été le Vésuve à Pompéi en 91 avant Jésus-Christ. Donc voilà, mais Ganymède et Europa, qui sont des satellites, deux des principaux satellites de Jupiter, parce que Jupiter a beaucoup, je crois, entre 60 et 70 satellites, mais plus petits, moins connus, plus distants. Mais ces deux satellites, les scientifiques de NASA considèrent avec la forte probabilité que sous la glace, sous une glace épaisse également, toujours pareil, 1,5 km, 2 km, 4 km ou plus, il y a un très vaste océan d'eau liquide sous Ganymède, sous Europa. C'est une probabilité, et c'est l'un des motifs de la mission Kuiper dont on a parlé, toi et moi, il y a quelques jours, qui a été envoyé, je crois, en 2023, hein, qui est parti en 2023 et qui arrivera
Bientôt, hein, je crois que c'est en 2027, ou je ne sais plus, mais très prochainement, à l'échelle de la propulsion possible, va se poser, ils vont envoyer un atterrisseur sur Europa et faire des mesures, hein, Ouais, des prélèvements. Hein. Ouais. concrètes, pas simplement en orbite, mais en se posant. Ganymède également. Titan, qui est un satellite de Ouais. Saturne qui est volumineux. Donc, sur la surface de Titan, il y a des lacs et des mers de méthane. Mais le dernier article qui a été publié récemment renvoie à l'océan d'eau liquide qui est présumé, hein, sous la surface, sous cette surface, même de la glace, et en profondeur, ils sont sûrs qu'il y a un océan. Mais récemment, les dernières estimations des scientifiques, c'est que ce ne serait pas un océan d'eau liquide à proprement parler, ce serait un océan très vaste, hein, évidemment, très profond, mais qui est un mélange d'eau liquide et de glace. Ils appellent ça du slush. Il y a Encelade également, Encelade, satellite de Saturne, qui est considéré comme très proche d'Europa et de Ganymède, c'est-à-dire une couche de glace en surface et un océan en profondeur. Et on s'aperçoit que beaucoup de scientifiques, eh ben, voilà, se posent ces questions très très sérieusement, hein, et on avance en partie avec eux. Donc, écoute, à bientôt, et on demande aux auditeurs effectivement de partager la vidéo, si possible, sur les réseaux sociaux, tant que possible, et la chaîne, bien sûr. Voilà, puis donc à la prochaine capsule. Qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce que tu as prévu également? La vie microbienne, Oui, oui, c'est ça, il y a oui. de quoi faire là. Ah oui, de quoi faire, oui. Espérons qu'Ahmed sera avec nous et que je pourrai être présent avec toi. Il a eu un empêchement professionnel au dernier moment. À très bientôt, André. Bonne fin Allez, de à très bientôt, journée et Jean. merci. Merci Ciao. encore. Ciao, tout le monde.